Dans la première partie, Fête des libertés, Simone et Yves Gbagbo réaffirment ses ambitions. Et puis dans la deuxième partie, zoom sur le parrainage citoyen qui se tient présentement en Côte d'Ivoire. Pour en parler, 4 consultants, Lansina Karamoko, analyste politique. Bonsoir Lansina Karamoko. Bonsoir, et bienvenue. Merci beaucoup. Et puis Eric Bayala, journaliste analyste. Bonsoir Eric Bayala. Bonsoir. Michel Beta, journaliste DG du quotidien Le Bélier. Bonsoir Michel Beta. Bonsoir Sidi. Et enfin Gaël Akwa, analyste sociopolitique. Bonsoir Gaël. Bonsoir Sidi. Alors première question, vous êtes adressé Gaël. Quelle est la portée symbolique de la fête des libertés? D'abord, bonsoir à nos téléspectateurs et à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Pour revenir au sujet, très rapidement, la fête des libertés, disons, tenue par le MGC de Simone Gbagbo, nous fait penser tout de suite à la fête de la liberté que le FPI organisait annuellement. Et étant de gauche, cela montre pour Simone Gbagbo qu'elle vient d'une équipe, d'un groupe. Même si aujourd'hui elle n'est plus au FPI, les mêmes habitudes ont pu la suivre avec le MGC, son nouveau parti. Alors, il montre la capacité de renaissance, de résilience de Simone Gbagbo après ce qu'elle a pu connaître, la déception avec son ancien époux et en même temps ancien patron de son parti politique. Certains auraient pensé qu'elle serait morte politiquement, mais finalement, elle est revenue avec un parti qui réussit à s'implanter tout doucement dans l'esprit des Ivoiriens, sur le terrain et tout. Et elle aussi, elle est l'initiatrice de la CAP. La CAP, cette plateforme CAP-CI, cette plateforme de l'opposition, pendant que le président Gbagbo, après son retour de la haie, lorsqu'il avait été interrogé sur la question de rassembler l'opposition, il avait botté la question en touche. Donc, Simone Gbagbo avait pris son bâton de pèlerin et elle a pu mettre ensemble. Vous voyez bien qu'au niveau de la CAP, il y a des partis de gauche, il y a des partis de droite, il y a des partis centristes. Donc, elle a réussi à fédérer cette force-là qui aujourd'hui est la première, disons, on peut le dire, la première des plateformes de l'opposition qui mène le combat contre le pouvoir RHDP. Alors, faire cette fête de la liberté-là, on va venir au contenu parce qu'elle a profité de cette fête-là sans rentrer dans le folklore qui est autour. Elle a profité de cette fête-là pour réaffirmer son ambition présidentielle. Ambition présidentielle qui est soutenue par son parti, par certaines organisations civiles aussi. Et c'est de bonne guerre, d'autant plus qu'elle est une femme. Pour la promotion du genre, on sait que c'est une femme très forte qui, dans le marigot politique aujourd'hui, relativement même aux candidatures par rapport à la présidentielle 2025, on voit que c'est l'une des femmes, des seules femmes pour l'instant qui officiellement sur la place publique s'est affirmée. Elle avait déjà affirmé son ambition présidentielle depuis le mois de novembre 2000. Il y a aussi Henriette Lagou. Hein. Voilà, bon, oui, bien sûr, mais Simone Gbagbo, c'est quand même un gros calibre. Elle a réaffirmé ses intentions le week-end dernier. Alors, on attend de voir ce que cela pourra donner dans les jours à venir. Merci, Gaël Akpa. Alors, Eric Bayala, je suis bien candidate, n'en doutez pas. Je serai élu président de la République de Côte d'Ivoire. Je m'attellerai à faire de la Côte d'Ivoire un pays de cohésion et un pays d'égalité sociale. Quelle lecture vous faites de ces propos, cette déclaration de Simone et Yves Gbagbo? Bon, je pense que les déclarations de Mme Simone et Yves à l'occasion de la fête des libertés de son mouvement, c'est un message qu'elle adresse à ses militants qui sont venus l'écouter. Maintenant, quelle analyse faisons-nous de cette déclaration, sachant bien que plus de 10 ans durant, cette dame a été première dame de Côte d'Ivoire. Elle a été vice-présidente du Front populaire ivoirien et après, elle a mis sur pied le CNRD et lorsque, dans la fin du régime Laurent Gbagbo, ils avaient mis sur pied la LMP, elle avait créé donc le CNRD également, qui était devenu un autre mouvement qui concurrençait sur les tribunes politiques le Front populaire ivoirien qui était dirigé alors par le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Je serai candidate, oui, c'est une ambition. On ne peut pas lui en vouloir d'exprimer ses ambitions,
maintenant qui t'a dit qu'elle va gagner les élections et qu'elle va s'investir au niveau de la cohésion. Mais je veux dire que la Côte d'Ivoire n'a pas jailli ex nihilo. Il y a eu une marche progressive de cette Côte d'Ivoire moderne. Et donc, de 2000 à 2010, le couple Gbagbo a présidé la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'à cette époque, on peut dire que des actions ont été menées véritablement pour que le tissu social ne soit pas déchiré? Pour qu'on puisse dire aujourd'hui qu'il y a péril dans la demeure en telle enseigne que dans ce qu'elle propose comme projet pour bâtir la Côte d'Ivoire, elle revient tout de suite à la cohésion. Mais moi, je pense que c'est un message de circonstance bien précis. Elle est montée au pupitre. Il fallait qu'elle donne une adresse à ses militants pour les galvaniser. C'est un discours, comme le connaît la coutumier, de socialiste de gauche, donc basé sur le populisme. Mais à la vérité, le contenu est creux. Parce que dit que dans ce landerneau politique, le MGC, qui a combien d'années d'existence, qui n'a aucune représentation, non seulement au Parlement, aucun maire, aucun élu, comment se fait-il que, par enchantement, le MGC pourra porter à la tête de la Côte d'Ivoire Mme Simone Eivé? Et donc, pour moi, je pense que c'est un prêchationnisme qui n'est pas vraiment impressionnant, mais il a le mérite de celui qui l'écoute. Bien. Lansina Karamoko, vous aussi, réaction sur ces propos, cette déclaration et cette réaffirmation de la candidature de Simone Gbagbo? Oui, la réaffirmation de la candidature de Simone Gbagbo ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous, comme l'a dit tout à l'heure Eric, Simone Gbagbo, elle n'était pas une première dame comme toutes les premières dames. C'est une politicienne très engagée. Elle est membre fondateur du FPI de Laurent Gbagbo. Elle était vice-présidente du FPI, chargée de la vie du parti. Vous comprenez que ce n'est pas n'importe quelle fonction. C'est elle qui régulait, c'est elle qui donnait le tempo, c'est elle qui organisait la vie du Front populaire ivoirien au pouvoir. Elle a été présidente du groupe parlementaire du FPI. Elle n'était pas la dernière venue sur la scène. Et elle caressait depuis cette époque déjà, n'est-ce pas, ce projet-là, de succéder à Laurent Gbagbo quand Laurent Gbagbo allait finir ses 2 mandats de 15 ans. C'est Simone qui était dans le viseur et c'est ce qui se préparait. Malheureusement, ce qui est arrivé et aujourd'hui, elle remet le couvert. Maintenant, est-ce qu'elle va gagner ces élections? J'ai dit que c'est un projet d'enfance, certainement, qu'elle réalise en étant candidate aujourd'hui. Maintenant, quand elle dit qu'elle parle de cohésion, n'oublions pas que Simone Gbagbo était... Il y avait 3 clans FPI. Il y avait ceux qui étaient pro-idéologie, pro-vision de la refondation. Il y avait ceux qui étaient des modérés avec Blé Goudé et Laurent Gbagbo lui-même en tête pour essayer d'amuser un peu la galerie, donner l'impression que tout pouvait bien se dérouler, qu'on pouvait marcher ensemble, le vivre ensemble. Et puis, il y avait ce noyau-là qui était considéré comme la branche dure, la branche radicale, qui n'était pas prête à concéder quoi que ce soit à l'opposition politique et à la rébellion, qui était conduite par Simone Gbagbo et puis Mamadou Koulibaly, Abdelhamid Sangaré, Niamey Mbessou, Atebi Williams, etc. C'était qui était la tête des ponts. Bon, aujourd'hui, parler de cohésion, j'en souris un peu, mais comme l'a dit Eric, il faut lancer un message, donner l'impression que tout baigne. Maintenant, est-ce que Simone continue de garder le même coffre ou bien la même popularité? N'oublions pas qu'il y a eu une implosion au FPI. C'est de ça qu'est né le MGCI. AFI a pris une branche, le PPAC est né. Est-ce qu'elle a toujours... Le COGEP aussi. Pardon? Le COGEP également. Bon, comprenez que chacun a pris une petite partie, mais dire qu'avec sa petite partie, elle va accéder au pouvoir d'État, là, c'est une autre paire de manches qu'on attend de voir. Bien. Michel Betta, la promesse d'un pays de cohésion et d'égalité sociale, est-ce que cela est crédible venant de Simone Gbagbo? Tout à fait crédible. Contrairement à ce que le co-débatteur disait,
elle a co-géré la Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo. Je pense que ce n'est pas le bon discours. Parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que Mme Dominique Ouattara co-gère la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. De façon spécifique, si on le dit, ce n'est pas de façon fortuite. Non, Éric Bayala, vous allez allez-y, Michel Beta. Oui, mais elle est la première dame. Oui, ne parlez pas elle a son calendrier. de Dominique Ouattara. C'est pas la même chose. S'il te plaît. Elle était la première dame, elle avait son calendrier, mais celui qui dirigeait le pays, c'est Laurent Gbagbo. Pour ce qui est de sa capacité à fédérer, moi je crois que quand Laurent Gbagbo s'engage en politique depuis 1990, même, bien avant ça, c'est que la famille de gauche veut rassembler les Ivoiriens autour d'un projet commun. C'est pourquoi on a parlé de socialisme. Le socialisme, dans son essence, c'est la solidarité sociale au sein de la gouvernance. Donc, je pense qu'elle est toute légitime de prôner encore ce discours-là qui, parfois, n'a pas été souvent entendu par certaines classes politiques qui nous ont fortement divisés, notamment le RADP. Et moi, je pense que parler de cohésion, c'est tout à fait... C'est le bon discours pour ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition. Est-ce que c'est la personne indiquée? Non, la personne indiquée... Quand on a été aux affaires? Quand on a été aux affaires et qu'on a apporté ce qu'on devait apporter devant une rébellion qui a tenté de diviser le pays et on a pu coller les morceaux, c'est déjà assez fort pour la cohésion. Donc, je crois que ceux-là, ils ont encore la légitimité pour parler de cohésion, contrairement à ceux qui ont applaudi une rébellion, qui ont soutenu la rébellion, qui ont permis à la rébellion de diviser le pays. Maintenant, je vais un peu plus loin. Aujourd'hui, elle a l'ambition de diriger même la Côte d'Ivoire. C'est une ambition légitime, d'autant plus que quand tu vois au niveau de l'opposition, elle a réussi à rassembler beaucoup de mouvements, au point de 25 mouvements dans la CAP Côte d'Ivoire. Et au-delà du rassemblement, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, je ne pense pas que l'uniformité devait faire la force de l'opposition. C'est vrai qu'ils sont divisés dans les voix, il y a plusieurs voix qui s'expriment, mais l'objectif reste le même. L'objectif reste le même, une élection transparente, une élection inclusive, une élection où ceux qui ont été contre les règles même des élections et exclus, puissent être réintégrés pour qu'on puisse aller à une élection où chacun puisse soutenir son candidat. Donc, l'opposition est dans une dynamique de différentes voies, mais un seul objectif. Et quand l'objectif sera atteint, vous verrez que l'opposition pourra faire son unité pour les élections à venir. Moi, je pense que celui qui doit s'inquiéter, quand il entend l'opposition pouvoir s'exprimer aussi vivement et efficacement sur l'avenir électoral, c'est plutôt le RADP. Parce que ce qu'il avait pensé, que l'opposition n'irait pas, que l'opposition, avec tous les coups qu'on lui donne aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a réussi à diviser, on a réussi à leur faire porter le chapeau d'une prison, d'une épée de Damoclès qui pèse sur les têtes à tous, on a réussi à fermer les portes de la démocratie, à sorte que les institutions n'écoutent même plus ceux qu'elles sont censées incarner, c'est-à-dire le peuple. Et on veut faire en sorte que l'opposition n'ait pas voix au chapitre, mais l'opposition donne du sens à son discours et à ses actions. Donc, Simone Gbagbo a rassemblé ses militants, elle a pu les entretenir au cours d'une fête de la liberté gagnée avec le multipartisme, la liberté gagnée encore d'expression, gagnée encore après le coup d'État de 2002, la rébellion de 2002, la liberté pour laquelle tous les Ivoiriens sont unis pour comprendre qu'on ne peut pas faire l'unanimité, ou bien on ne peut pas imposer à tout le monde une seule voix comme celle que le RADP veut imposer à tous. Et je pense que c'est entendu par la majorité des Ivoiriens qui comprendront qu'il y a un seul discours à avoir, faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit unie, ne soit pas divisée comme ce qu'on a vu jusqu'ici, où chacun, on parle de tabouret, quand tu ne partages pas le point de vue de quelqu'un, on dirige avec un seul clan. Et malheureusement, ça ne fait qu'empirer la division. Merci. Et les Ivoiriens le constatent tous. Merci Michel Beta. Gaël Lacroix, que répondez-vous à ceux qui estiment que cette candidature de Simone Gbagbo renforce l'idée d'une opposition éclatée, incapable de proposer un front commun face au RHDP? Non, tout est une question de stratégie. Rien n'est dit que, vous voyez par exemple, d'un côté, on pourrait vous dire qu'on ne met pas l'opposition ne voudrait pas mettre tous ses œufs dans un seul panier. Même le RHDP, en 2005, quand il naissait, la stratégie je crois, 18 mai 2005.
Donc, la stratégie du RHDP de conquête du pouvoir, on n'a pas vu le RHDP venir aux élections présidentielles avec un seul candidat. Le président Bédia a été candidat, le président Ouattara a été candidat, même Anaki Kobenan a été candidat. Donc, vous voyez que ça répond presque à la même chose. Mais ce de quoi il faut parler ici, c'est plutôt la stratégie que cette opposition-là a adoptée. On constate que c'est presque la même stratégie. Chaque parti au sein de cette plateforme-là est libre de pouvoir être candidate ou pas. Maintenant, ils se battent pour des élections transparentes, crédibles et tout ce qu'ils revendiquent. C'est pour cela qu'ils sont ensemble. Mais d'ici à ce qu'on arrive aux élections, on verra plus clair. Mais je ne pense pas que cela puisse handicaper l'opposition dans un certain sens. Alors, toujours parlant des stratégies, vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de présidents de partis, et non des moindres, même celui du PDCI, celui du PPACI, sont frappés par une question judiciaire qui ne fait que revenir à tous les débats. Simone Gbagbo n'a pas de problème à ce niveau, elle n'a pas de problème judiciaire, donc stratégiquement parlant, peut-être que ça peut aider aussi l'opposition dans un certain sens. Voilà, donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut regarder de près. Maintenant, relativement à son parcours que mon ami Bayala a si bien donné, FPI, CNRD, c'est ça, elle a été à la base de plusieurs éléments. Ça montre simplement son insoumission politique et ça montre que c'est une femme qui est vraiment battante, qui sait se battre. Voilà. Et puis, il a parlé aussi de manque d'élus, du MGC. Je ne pense pas que ce soit un critère pour pouvoir dire que Simone Gbagbo, en tant que candidate, ne puisse pas être une bonne candidate. Elle va aux élections. Attelons-nous à ce qu'on ait un bon appareil politique et électoral qui est crédible, qui est transparent. Quand tous ces candidats iront, on verra, ce sont les Ivoiriens qui vont s'exprimer. Alors, par ailleurs, elle bénéficie aussi d'une certaine carte blanche. Ce que j'appelle carte blanche, c'est que beaucoup de personnes ont pu remarquer que, tel que son divorce politique, je ne veux même pas parler de l'autre aspect, son divorce politique c'est fait avec le président Gbagbo, elle réussit quand même à avoir une certaine compassion, on va le dire, hein, ça c'est sur les émotions, de plusieurs personnes, de plusieurs femmes, de plusieurs jeunes, de plusieurs personnes qui se disent qu'elle a été victime d'une véritable injustice, vu comme les choses se sont passées. Beaucoup sont prêts à la suivre, ne serait-ce que pour ça. Donc, je ne peux pas faire une analyse sur le fait qu'un parti, MGC n'a même pas encore 5 ans. C'est un parti qui vient de naître, et bien qu'il soit né bien avant les élections municipales sur lesquelles Bayala et certains analystes voudraient s'appuyer pour juger ce parti-là, un parti jeune, il aurait pu refuser d'aller à ces élections et dire que, comme on vient de naître, on n'y va pas. Mais non, ils sont allés à la compétition, ils ont pu voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ça leur fait une expérience. Et là, je pense que pour aller à la présidentielle, ils seront encore plus aguerris. Donc, c'est déjà bon. Bien. Le secret des unes, il faut qu'on ramène... Merci. Éric Bayala, vous avez voulu réagir. Maintenant, vous avez la parole. Non, mais je pense que c'est tout faux. Ce que nous disons, nous ne disons pas qu'elle n'est pas fondée pour extérioriser son ambition en ce qui concerne sa volonté d'être candidate. Mais c'est de là à dire qu'elle va remporter les élections. C'est là que nous nous interrogeons. Mais toute personne qui va aux élections veut remporter. Vous savez, une ambition politique sur une candidature est portée en Côte d'Ivoire par un appareil. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore fait l'expérience de ce qu'un candidat indépendant ait été élu président de la République de Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire depuis Félix Houphouët-Boigny jusqu'à nos jours, leurs candidatures ont toujours été portées par un appareil, qu'on appelle ça politique. Et donc, l'appareil politique duquel elle se réclame aujourd'hui, comme vous l'avez dit, il est jeune. Il n'a pas encore fini de laisser tomber ses dents de lait en matière politique pour pouvoir se frotter aux réalités du landerneau politique ivoirien. Donc, sur cette base-là, la jauge de l'implantation politique, c'est qu'est-ce qu'on a en termes d'élus. Voilà. Et donc, la jeunesse de ce parti ne peut pas constituer une force propultrice qui peut peut-être amener la candidature, sinon Mme Simone Eyivé à être présidente de la République de Côte d'Ivoire. Nous disons qu'aujourd'hui, c'est vrai, elle nourrit des ambitions qui sont légitimes, mais quitte à ce qu'elle puisse gagner les élections face à de grands partis comme le RHDP, comme le PPACI, comme le PDCI,
Bon, écoutez, il ne veut pas se coucher à 14h et puis faire croire que nous sommes en plein, qu'on fait 4h du matin. La réalité est que la pénétration sur la force politique du MGC face à ces grands ténors, ce n'est pas évident qu'elle puisse véritablement gagner. Tout à l'heure, il est revenu sur le fait que certains candidats de partis ont des problèmes avec la justice, donc elle peut constituer une alternative crédible. Mais regardez déjà comment est-ce que... Elle peut être même une candidate de cette coalition Cap Côte d'Ivoire. Oui, mais j'en arrive. D'abord même, au niveau de l'opposition dans son entièreté. Je ne parle pas seulement de la Cap Côte d'Ivoire, mais je parle de la Cap Côte d'Ivoire et du PPACI y compris. Mais quand le leader même du PPACI évoque les problèmes qui sont liés à, comment on appelle ça, aux candidats de l'opposition, il a du mal même à prononcer le nom de Mme Simone Eivé, encore moins de Charles Blé Goudé. À chaque fois qu'il fait arriver à ce niveau-là, il dit etc. ou bien les autres. Donc lui-même, il n'est même pas dans une disposition pour pouvoir concéder quoi que ce soit, ne serait-ce que le nom. Je me vois très mal, M. Laurent Gbagbo, donner une consigne pour dire que comme je ne suis pas candidat, j'invite les militants du PPACI à voter Mme Simone Eivé Gbagbo. Écoutez, vous savez que ce n'est vraiment pas possible. Bien. Voilà, merci. on n'a pas besoin d'aller dans une école de polytechnique pour pouvoir savoir que c'est une utopie. Non, vous n'avez pas encore la parole. Allez, Lansana Karamoko, vous voulez réagir? Oui, je voudrais réagir, je dirais plus ou moins dans le sens d'Éric Bayala, tout en rappelant que on ne juge l'importance d'un parti que par ses élus. C'est comme un élève quand il a été brillant toute l'année et qu'aujourd'hui c'était le résultat du bac. Le papa est assis à la maison, tu as échoué, tu as échoué. Ne dis pas j'ai eu 20, j'ai eu 15, j'ai eu 17. Les élections sont faites pour juger l'importance de l'implantation. Et d'ailleurs, il y a une loi en Côte d'Ivoire qui dit qu'un parti politique est financé que lorsqu'il a des élus à l'Assemblée nationale. Quelle que soit ton importance, quand tu n'as pas d'élus à l'Assemblée nationale, tu n'as pas de financement. Et donc, vous comprenez un peu. Et on peut naître et puis grandir en même temps quand on sait qu'on constitue une vraie force. Et je prends l'exemple du RDR qui est né en 1994. Les premières élections législatives en 1995 et après la présidentielle, le RDR a eu des élus. Au municipal, presque tout le nord de la Côte d'Ivoire, les maires étaient RDR. Donc, on peut naître et puis grandir. Est-ce que le parti de Simone, qui est né, c'est vrai, il n'y a pas encore 5 ans, peut grandir? Bon, ça reste à voir. Maintenant... Mais est-ce que cela l'empêchera aussi d'être en bonne position à la présidentielle à venir? Oui, justement, c'est pourquoi on a dit c'est les élections qui nous permettent de juger. Maintenant, nous faisons des analyses. Parce qu'il y a aussi la carte du renouveau féminin. Oui, c'est pas faux. Mais Simone n'est pas... Au niveau de Simone, il n'y a pas de renouveau à faire, des renouvellements, je dirais, à faire. Elle est déjà une ancienne sur le terrain, elle a une histoire, elle a un parcours, elle a un passé qui peuvent jouer à sa faveur comme à sa défaveur. Et donc, on attend de voir. Mais regarde déjà le cap qu'elle a mis en place. Au niveau du cap, il y a déjà des défections. Vous avez reçu sur le même plateau ici un parti politique membre du cap qui a rendu sa démission parce que ce parti politique a fait des observations assez pertinentes parce que ce sont les mêmes figures. Les Daniel Claverie et d'autres personnes sont là depuis des années. Ils n'avancent pas, ils ne reculent pas. Et puis, c'est eux, chaque fois, quand il y a une coalition, ils sont toujours là-bas autour de la table. Et c'est eux qui veulent jouer les premiers rôles. Il y a un problème. Le PDCI leur a fait un croc en jambe et en allant s'allier à... Donc, Simone, je ne sais pas sur quoi elle se fonde, mais c'est bon déjà, parce que c'est une femme quand même qui a un passé. Et il faut bien déjà qu'elle soit candidate, c'est important. Parce que la jeune féminine, quand même, il faut bien qu'elle s'affirme un jour. Il ne suffit pas de dire « nous voulons prendre le pouvoir », il faut aller au front. Elle va au front, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, est-ce que ça peut peser? Personne ne compte la candidature de Simone. D'ailleurs, elle a dit, elle est amnistiée. Elle n'a aucun problème avec la justice. Elle se positionne. Maintenant, aux Ivoiriens de voir, est-ce que l'émotion qu'on avait hier, parce que son ancien mari, Anne Griffe, l'a chassée, est-ce qu'on peut transformer ces émotions-là en bulletin pour elle? Bon, il y a le jour et la nuit. Allez-y. Alors, je reviens à vous tout à l'heure. C'est très intéressant, cette question de pouvoir jauger un candidat ou bien
un homme politique par rapport au nombre d'élus qu'il a. Bon, en 2000, quand le président Gbagbo prenait le pouvoir face au général Robert Gueye, le FPI avait combien d'élus à ce moment-là? Le FPI avait plus de 10 élus. Ils avaient déjà un groupe plus de 10, mais parlementaire. ils n'étaient pas quand même. Ils avaient des élus, ils étaient représentés à l'Assemblée nationale. Le président Laurent Gbagbo lui-même était député de Ouagadougou. Bon, voilà. Oui. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il n'était pas majoritaire à l'Assemblée nationale. Non. Même s'il avait... Attends, mais tu me laisses finir. Oui, mais vous ne pouvez pas mettre des propos qui ne sont pas bien quand vous dites que... J'ai posé une question. Moi, je n'ai pas dit qu'elle n'a pas d'élu, elle n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. C'est pas ce que j'ai dit. Elle a combien? Bon, actuellement, elle a combien? Elle n'en a pas, justement. Voilà, c'est ce que vous avez dit. Elle n'a pas d'élu. Donc, ça fait que si sa représentation au niveau national pose problème pour qu'elle puisse être élue à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, ce que je soutiens, c'est que ce n'est pas... Ce que je soutiens, c'est que ça ne peut pas être un critère pour pouvoir dire si elle serait une candidate sérieuse ou pas. Le critère qui peut le dire, là, c'est qu'il faut qu'on fasse des élections crédibles, transparentes. Il y a le secret des urnes qui existe. Vous allez prendre quelqu'un que peut-être vous, selon votre analyse, votre point de vue, dit que soit c'est quelqu'un que vous négligez parce qu'il n'a pas d'élu. Et puis peut-être même dans vos analyses, souvent on fait des sondages où la personne peut être à 2% selon vos sondages. Et puis arriver aux élections là-bas, vous voyez que la personne a 10%. C'est de ça que je veux parler. C'est pour ça que je prends l'exemple de Laurent Gbagbo. Je n'ai pas dit qu'en ce temps-là, il n'avait pas d'élus, mais le PDCI était majoritaire. Même le RHDP était devant le FPI, mais ça n'a pas empêché que le président Laurent Gbagbo puisse devenir président. Il y avait deux candidats. Le président Laurent Gbagbo, à cette époque, face au général Robert Gueye, le président Laurent Gbagbo était plus connu que le général Gueye en politique. Merci, Gaël. Vous allez terminer rapidement en 30 secondes. Donc, là, aujourd'hui, où nous sommes en train de parler, il parle de l'atmosphère, pour ne pas dire de ce qui s'est passé en 2000, lorsqu'il dit que Laurent Gbagbo... Mais aujourd'hui, là où nous sommes, on ne sait pas de quoi qu'est-ce que demain nous réserve. Ouais. Mais en attendant, Simone Gbagbo est candidate. De façon juridique, elle n'est pas écartée, elle a été amnistiée, elle n'a pas de problème. Elle est bien implantée sur le terrain, elle a son appareil politique qui fait même de bonnes propositions aussi, parce que souvent on en parle. Quelles sont les propositions? J'ai entendu parler des populismes, mais quand moi je lis tout ce que Simone Gbagbo propose, je ne vois pas de populisme là-dedans. Elle va, avec son appareil politique, aller exposer cela aux populations et il appartiendra aux populations, dans la discrétion des unes, d'aller surprendre des personnes qui pensent qu'effectivement, elles ne pèsent pas. Bien. Alors, Michel Betta, est-ce qu'elle pourra mobiliser au-delà de son image historique? Non, au-delà, même toute l'opposition, elle pourra mobiliser. Parce qu'il ne faudrait pas oublier. Moi, j'ai entendu d'autres la comparer au RDR en son temps. Mais en 2000, le candidat du RDR n'avait pas de député, mais il était un candidat. Ah non, attention. Non, en 2000. Je vous explique. Ouais, en 2000, il n'avait pas de député. Ça, c'est un fait. Non, le RDR n'avait pas de député en 2000. Il y avait des députés. Mamadou Ben Soumaro était député RDR. Non, s'il te plaît. Namizata Fofana de Makono était député RDR. En 2000, le RDR avait déjà des élus. Il avait quel élu? RDR, je parle du RDR. Oui, le RDR refusait d'aller aux élections, mais les populations... Non, toi, tu parles après la présidentielle. Toi, tu parles d'après la présidentielle. Je parle de quoi? Avant la présidentielle de 2000. Attention, quand ta camarade était... Abobola était... Jacqueline Homme était député RDR. Ça, c'est un seul exemple que je vous prends. Karamoko Yaro était député RDR. Avant les élections présidentielles de 2000. Ah, mais non, il ne faut pas dire ça. Quand sous Gueye, là, le RDR n'avait pas de députés. Les députés étaient PDCI et FPI. Je vous explique. Alors, donc, c'est après les élections de présidentielles, après la présidentielle, on a eu les législatives. C'est là le RDR a eu des députés qui étaient boycottés, mais ils sont partis. Mamadou Ben Soumaro était député depuis quand? Ben, je ne me souviens pas. Bon. Mais là, c'est pas la question. Non, je ne m'en souviens pas. Non, je ne m'en souviens pas. Allez-y, continuez. Zemmogo Fofana était député depuis quand? Zemmogo Fofana. C'est 2000, il a été député, non? Il a été maire de... Non, il a été maire de... Est-ce que c'est au nom du RDR? Avant, il était au nom du RDR. Ah si? Non, pas du tout. Bon, peut-être c'est de l'histoire. On va revenir dessus. On va revenir dessus. Mais sinon, pour moi, il était maire de sa ville, Boungali. Il a été maire de Boungali. Mais c'est au nom du RDR. Mais c'est après les élections de 2000,
après que Gueye ait pris En le pouvoir. 1995, le RDR est allé aux élections législatives avec des députés. Des députés RDR. Oui, allez-y, si vous pouvez Bon, ok, je verrai ça. Mais pour l'instant, je dis que en tant que le président du RDR allait à la présidentielle, pour moi, bon, le RDR n'était pas aussi représenté à l'Assemblée nationale ou à une autre. En 2000, il est parti aux élections. D'abord, il est parti aux élections en 1995. Il a été exclu des élections en 1995, mais il n'avait pas de député en 1995 quand il partait aux élections. Le RDR n'a pas été exclu en 1995. Le RDR avait un candidat qui était à l'Assemblée nationale qui a dit, non, j'arrive, je vous explique. Il a dit que la loi ne lui permettait pas d'être... Il n'a pas été candidat parce que la loi ne lui permettait pas d'être candidat. Mais c'est pas lui qui a lancé le boycott actif? Non. En tant que qui? Il a lancé le boycott actif en tant que qui? Oui, mais il a lancé le boycott actif. Bon, on ne sait pas le débat. Non, c'est pas le débat. Merci, Nassina Karamoko. Merci, mais je tiens à préciser à nos téléspectateurs qu'en 2000, le RDR, avec 5 sièges à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. En 2008, voilà. 5 sièges, 94 pour le PDCI RDA, 22 sièges pour les indépendants, le PIT 4 sièges et le MFA 1 siège. Oui. Et puis les noms non, mais en 2000, il faut situer l'époque. En 2000, il y a eu la présidentielle. Il y a eu les législatives après la présidentielle. Avant la présidentielle. Donc, il faut situer l'époque. Hein. Avant la présidentielle. Bien sûr, l'élection du 10 décembre 2000. Ah, tu as vu, non? L'élection du 10 décembre, c'est après la présidentielle. Après la présidentielle. Voilà. C'est après la présidentielle. Okay. Bon, j'ai fini. Je continue pour dire quoi? Pour dire que pour ce qui est de Simone Eïvé, je pense qu'elle a toutes ses chances. Hein, d'être dans la bataille politique. Parce que cette présidentielle-là, moi, ce que j'observe de cette présidentielle-là, tous les candidats potentiels sont susceptibles de gagner. L'élection présidentielle de cette année 2025, comme je le dis souvent, c'est une élection de maturité démocratique. Si le pouvoir en place veut bien en mettre les cartes au même niveau que pour tout le monde. Mais la particularité aussi, ce sera que les Ivoiriens devront juger de 15 ans de gestion d'un pouvoir qui est arrivé à bout de souffle, qui est arrivé non seulement à bout de souffle par son candidat, qui a montré suffisamment ce qu'il est capable de faire, et ce qu'il est capable de faire, les Ivoiriens peuvent l'apprécier suffisamment. Donc, il a un bilan à défendre, un bilan qui n'est pas souvent satisfaisant pour beaucoup de nos compatriotes. Donc, je pense que vis-à-vis de cela, tous les candidats potentiels peuvent remporter la victoire. En plus que l'opposition a l'avantage de pouvoir toujours se regrouper contre le pouvoir en place. Merci Michel Bita. Ils ont la capacité de se regrouper s'il s'agit de battre le pouvoir en place. Merci. Voilà. Nous allons marquer une courte pause, on revient juste après. Voilà, de retour de la pub, nous sommes dans la seconde partie de cette émission. Nous parlerons de l'opération de parrainage citoyen en Côte d'Ivoire, l'opération qui est lancée. Alors, c'est une note de la Commission électorale indépendante CEI qui a mis en garde contre toute manipulation ou tentative de désinformation concernant l'utilisation des terminaux mobiles mis à la disposition des acteurs politiques dans le cadre de la collecte des parrainages pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et je cite, la Commission ne saurait tolérer aucune tentative de propagande ou de manipulation à travers des affirmations tendancieuses diffusées sur les réseaux sociaux. Elle se réserve le droit d'engager des poursuites contre toute personne se rendant coupable de telles allégations infondées, prévient la CEI dans un communiqué publié le 3 juillet dernier. Éric Bayala, réaction sur cette sortie de la CEI? Bon, je pense que cela a le mérite de la clarté. Ce sont aujourd'hui, tout le monde crie à huer, à dire que la EI et la CEI, par exemple, seraient une institution qui est manipulée, qui n'est pas crédible, et dont on n'a plus confiance. Mais voilà, la CEI donne de la voix pour exprimer le fonctionnement des terminaux qu'elle a dû mettre à disposition pour la collecte des parrainages. Et il se pourrait qu'il y ait des tentatives de pouvoir manipuler ces terminaux-là. Donc la CEI donne de la voix, elle fait une mise en garde, de sorte à ce que nul n'en ignore. Parce qu'après, quand il sera question de faire la compilation ou bien de mettre en place, de faire le point des parrainages, si elle se rend bien compte qu'il y a eu manipulation au niveau des terminaux, eh bien, ça sera à l'encontre des personnes qui se seraient rendues coupables de telles manipulations. Et donc, je pense que c'est un message d'alerte, de mise en garde, de sorte à ce que le processus lui-même soit vraiment un processus crédible, qui ne soit pas entaché d'irrégularité et que ce processus ne soit pas mis en cause. Parce qu'après, les parrainages sont une forme de caution morale pour les différents candidats qui veulent aller à l'élection présidentielle. C'est un peu le probatoire de l'époque.
Et donc aujourd'hui, il faut que cette collecte-là se fasse selon les dispositions qui ont été prises par la CEI et que tout le monde s'y conforme. 1% de l'électorat au niveau des différentes localités qui ont été déjà précisées, que chacun se tienne à Merci. cela. Michel Betta, la CEI met en garde contre toute allégation infondée. Oui, la CEI est coutumière des communiqués qui souvent même prêtent à confusion. En dehors de ce communiqué-là, il y a un autre qui vient de sortir, qui est sorti aujourd'hui même, dont j'ai pris connaissance avant d'arriver sur le plateau, dans lequel elle disait que les parrainages ne vaut pas caution des candidatures. Bon, on se demande finalement même que veut notre CEI. Elle a enclenché un mécanisme complexe dont la transparence même déjà souffre. Vous savez, le parrainage, il a quelque chose de particulier qu'on ne peut pas suivre à la trace, sa traçabilité. En dernier ressort, c'est la CEI qui doit en juger. Au point que si la CEI vous donne aujourd'hui que vous finissez votre parrainage, si la CEI exige que votre parrainage est irrégulier, on peut vous exclure du processus électoral. Voyez-vous, on a vu en 2020, lorsque 44 candidats ont déposé leur candidature, c'est 4 seulement qui sont arrivés en fait. Et on nous fait comprendre, même pour ceux qui ont interrogé, que même il y a un des candidats même qui n'avait pas de parrainage. Un des candidats, je ne vais pas le citer ici, qui n'avait pas de parrainage, mais qui a pu être admis à la candidature, à sa candidature validée. Donc, ce processus-là, il devait être simplement un processus technique, mais le politique a pris tellement le dessus qu'aujourd'hui, tout ce que l'opposition demande, qu'on vienne s'asseoir pour en discuter, pour trouver les mécanismes nécessaires. Est-ce que c'est la question? Non, mais je suis en train de parler, tu me laisses finir. Non, Tu me laisses finir. on n'a pas là pour que ça s'il vous plaît. Le contexte, il est bien précis. S'il vous plaît, ce n'est pas le seul communiqué de la CEI. Non, justement, parce que les gens sont devant la poste électorale. Ils attendent que vous vous prononcez sur la question que le Bayala, nous sommes en train de perdre notre temps. Alors, on a compris bien votre précision sur la question. Revenons au sujet. Voilà aujourd'hui que la CEI nous a habitués à des communiqués qui sont plutôt un sujet de confusion dans la tête des Ivoiriens que de précision. Et celui-là en est un encore. Bien. Alors, réaction Gaël Akba, comment comprendre ou expliquer aussi que le sujet du parrainage citoyen qui a créé autant de suspicions dans l'opinion publique, surtout au sein de l'opposition politique, on voit également l'opposition qui se met également en ordre de bataille pour pouvoir mener cette opération de parrainage qui paraît incompris chez certains citoyens. L'opposition politique peut mener tous les combats. De la candidature du président de la République, du nombre de représentants à la CEI, de X, de Y. Mais je suis désolé sur cette question de parrainage. Quand le vin est tiré, il faut le boire. À quel prix? Ceux qui sont allés valider le parrainage savent à quel prix ils sont allés le valider. Ce n'est pas cette forme de Parce qu'il y a eu le dialogue politique. Mes souvenirs sont encore bons. Lorsque la question du parrainage est venue sur la table, il y a des partis politiques et même d'organisations de société civile qui ont dénoncé dans le parti, dans le dialogue politique là-bas, qui ont dit qu'ils ne sont pas d'accord avec. Les grands partis, comme ils ont su qu'ils n'avaient pas de problème avec, ils ont tous validé. Mais notamment le PDCI. Quand des personnes, nous autres y compris, dénonçons ce parrainage-là, ce n'est pas parce qu'on appartient à tel parti ou bien tel autre. On veut quelque chose qui puisse mettre tout le monde à l'aise. Le parrainage, là, il a été essayé dans certains pays. Ça n'a pas marché, ils ont retiré. Au Burkina, ils ont essayé, ils ont voulu. La discussion telle qu'elle se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là, a fait polémique. Ils ont laissé tomber en 2021. Au Togo, au Niger, ça veut dire que chaque fois... Même ici en Côte d'Ivoire, en 1995, la question était venue. En 2000, la question est passée. Nos politiques, aujourd'hui, sont allés dans le dialogue politique. PDCI, EDS à l'époque, je ne sais pas si ils étaient encore... Ils étaient EDS, oui, à l'époque, parce que c'était avant la présidentielle de 2020. Le RHDP. Quand les autres petits partis, comme on le dit, on dit, cette affaire de parrainage, il y a des problèmes dedans, on ne les a pas écoutés. Donc aujourd'hui, le vin est tiré, il faut le boire. Toutes ces questions techniques qui sont en train de faire polémique aujourd'hui, là, mais il fallait s'y attendre. Parce qu'effectivement, en 2020,
quelqu'un comme Niamey Kona avait récolté ses parrainages. Il est même allé au-dessus du nombre demandé. Mais arrivé là-bas, on lui a dit qu'il y avait beaucoup de doublons. On l'a éliminé. Il avait quel moyen de recours? Pour nous autres, pour moi, le parrainage, ça n'a pas de sens, à part conforter encore les partis, les grands partis, et puis mettre une discrimination vis-à-vis des autres, dont les indépendants. Voilà. C'est une manière de se mettre ensemble pour écarter un groupe. C'est comme ça que moi je conçois le parrainage. Sinon, ça n'a aucun sens. En 2010, quand le président Ouattara devenait président de la République, est-ce qu'il y avait parrainage? Non. En 2000, quand le président Gbagbo devenait président de la République, est-ce qu'il y avait le parrainage? Non, mais ça n'a pas fait des présidents illégitimes. Qu'on nous dise de façon claire pourquoi on instaure ce parrainage-là. On l'a dit que c'est pour éviter les candidatures fantaisistes, les candidatures, c'est pour faire un certain filtrage. Mais il n'appartient pas à un politique de filtrer. Il appartient au peuple. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait des élections en Côte d'Ivoire. Depuis 1990, on fait des élections. C'est le peuple qui vient choisir. Donc si, on se souvient, il y avait Guedro, non? Il y avait des candidats souvent dans des élections qui partaient même à Finguessa, un parti aux élections en 2015, il a fini à 8%. Les gens ont ri. Mais c'est 8% à lui. Si on devait parler de parrainage, pour dire que parce que quelqu'un, quand il vient aux élections, il ne peut pas avoir 10%, il peut pas. On sous-estime parce que quand on est en adversité là. Voici Bayala qui est assis ici, il me voit, il veut dire que moi, s'il est aux élections, il ne peut rien faire. Merci Gaël Lakpa. Voilà, il appartient au peuple de pouvoir décider. Alors, c'est un communiqué dont parlait Michel Beta qui vient de tomber de la Commission électorale indépendante lancée à Karamoko. La question vous sera adressée. Alors, la CEI tient à préciser qu'il s'agit uniquement de la remise de kits destinés à faciliter la satisfaction de l'une des conditions d'éligibilité, à savoir celle relative à la production de la liste des électeurs ayant parrainé la candidature. Ainsi, cette remise de kit, de même que les échanges avec la CEI, ne sauraient en aucun cas être interprétés comme une validation de quelque candidature, quelle que ce soit. Voilà, réaction là-dessus. Oui, la réaction, c'est simple. La CEI, c'est quand même une institution assez responsable. Des potentiels candidats viennent déposer leur dossier de candidature. On leur remet des kits, parce qu'il y a le parrainage pour valider. Il y a l'une des conditions. Oui, il y a des conditions. Mais on leur remet les kits. Le kit, là, qu'est-ce que ça comprend? Il y a le formulaire de l'engagement du candidat, il y a le décret fixant les modalités du mode opératoire de la collecte du parrainage, il y a le guide du parrainage, etc. C'est un kit avec toutes ces informations qui te permettent d'aller aisément sur le terrain pour aller essayer de collecter tes données par rapport au parrainage de ta candidature. Cela ne fait pas de toi automatiquement un candidat. C'est au retour, n'est-ce pas, de ce document qui va être transmis au Conseil constitutionnel que décision va être prise si vous êtes candidat retenu ou pas. Si vous remplissez les critères, il n'y a pas aucun problème. Si vous ne remplissez pas les critères, la CEI. Maintenant, en ce qui concerne les doublons, il y a tout ça dedans, parce qu'il y a un guide. Il peut y avoir des doublons. Au moment où vous enregistrez l'engagement de quelqu'un pour vous parrainer, il faut vous assurer que cette personne-là n'est pas déjà pris en compte par un autre candidat. Parce que les gens, ils vont avec un peu de moyens, à gauche, à droite, ils vont au village, alors qu'avant, eux, les partis organisés, parce que c'est de ça qu'il s'agit, les partis organisés qui sont véritablement implantés, ont déjà mis leur machine en place. En ce qui concerne le RADP aujourd'hui, depuis longtemps, on n'a pas encore notre candidat, c'est vrai, mais les militants, les responsables à la base sont déjà prêts. Dès que le top départ est donné, automatiquement. Maintenant, si vous allez enregistrer ces gens-là, alors que déjà, ils sont prêts à donner leur voix, bon, forcément, il va y avoir du blanc. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il allait dire encore? Maintenant, il a parlé de petits partis et de grands. C'est normal, c'est les règles du jeu. En 2015, on n'avait pas encore beaucoup de candidats enregistrés comme c'est le cas aujourd'hui. En 2015, dès qu'on a donné 100 millions à chaque candidat, en 2020, il y a eu une multitude incroyable. Mais les 100 millions, là, mais ils étaient encadrés par la loi. Non, je dis. C'est ça. Ce que je retiens. C'était une initiative personnelle du chef de l'État. Ce n'est nulle part dans le code électoral qu'on devait donner 100 millions à des candidats. Donc là, voilà une erreur. Moi, j'explique quelque chose. Un fait. En 2015, tous les candidats ont reçu chacun 100 millions. Et c'est ce qui nous a envoyé le problème. Il y en a qui ont dépassé 2 millions.
et puis ils se sont tapés 98 millions. Donc, ça a donné des envies. Maintenant, et en 2020, c'est pour en 2020, canaliser tout ça. Tout le monde veut être candidat. Tout le monde veut Qui a être candidat. occasionné ça? La candidature était occasionné cautionnée aussi, hein, à un montant 50 millions. En 2015? Non, En 2015, c'était 20 millions. 20 millions. Donc, il fallait payer les 20 millions pour un candidat. 20 Merci. millions. Alors- Sur 100 millions, il te reste 80 millions. Bien, merci Lansana Karamoko. Eric Bayala, quel sens vous donnez aussi à la participation collective, à l'élan de solidarité pour soutenir certains candidats liés à l'opération du parrainage? On voit des citoyens qui se mobilisent pour pouvoir aider certains candidats. Ben oui, je pense que ce sont des initiatives à saluer. Contrairement à ce que les uns et les autres disent, pour dire que le système du parrainage est certainement peut-être un blocage à l'expression de la démocratie. Et là, la mobilisation de ces citoyens-là est une réponse sanglante de ce qu'au contraire, cela participe au dynamisme de la démocratie. Parce que les parrainages, c'est à l'endroit des citoyens et des électeurs. Donc si certains électeurs eux-mêmes se mobilisent pour apporter leur parrainage à certains candidats, ça montre effectivement que le jeu démocratique il est suffisamment engagé, contrairement à ce qui se tient. Le parrainage lui-même, il a été institué par les partis dominants au cours du dialogue politique. Ils ont estimé qu'il fallait un processus dans lequel les partis tutélaires puissent toujours continuer à progresser au détriment des partis naissants, parce qu'il y avait beaucoup de partis fantaisistes. Aux dernières nouvelles, quand vous allez au ministère de l'Intérieur, la Côte d'Ivoire enregistre un peu plus de 200 partis politiques. Chaque jour que Dieu fait, on a des partis politiques. Je pense même ici que nous avons reçu le confrère de l'ami de Beta Michel, qui a créé son parti politique, qui a estimé que la caution était trop et qu'il fallait baisser parce que c'est à 50 millions, c'est difficile. 5 et 10 millions qu'il proposait. Il trouvait que ça devait être 10 millions. Bon, attends, pendant que vous demandez que ça va être 10 millions, mais le budget de la Côte d'Ivoire est de combien? Mais c'est l'égalité des chances. Donc, non, je vous dis, même quand vous avez... Je prends même le processus de la création de l'humain depuis les spermatozoïdes jusqu'à ce que l'homme sorte. Quand vous allez voir les biologistes, une fois que le spermatozoïde est lancé pour aller ovuler, mais c'est une course. Et là, la chance, ça veut dire que chacun se bat pour y arriver. Donc, aucun processus, Merci Eric Bayala. Non, c'est terminé. Votre est terminé. Ça peut vous dire Michel Beta. qu'aucun processus, Merci il n'y a pas de chance pour tout le monde. Alors, Michel Beta, est-ce que la période de parrainage met une certaine pression sur les partis politiques qui n'ont pas officiellement des candidats, aussi des partis qui ont des candidats inéligibles? Il s'agit notamment du RHDP, PDC, RDA on et est du en train de PPACI. dénoncer les communiqués et l'attitude de la CEI. Malheureusement, d'autres refusent de voir. Mais ce communiqué fait plutôt des précisions. Non, le parrainage est attribué à des candidats déclarés. Voilà. D'abord, aujourd'hui, on constate qu'un candidat n'est même pas déclaré, il prend des parrainages. Ou n'est pas éligible. Le candidat du RHDP. Quand on va pour les parrainages, il n'est pas candidat. Il n'y a pas de parrainage. Il n'y a pas de parrainage pour le candidat. Mais tout le monde a reçu les kits. Non, tout le monde a reçu les kits. Cher ami, Alors, mets ton logiciel à jour. Tu peux venir un plateau comme ça et puis tu non, s'il vous plaît. Non, s'il te plaît, tous les partis qui sont partis ont reçu des kits. Non, arrête ça, s'il te plaît. Il faut retirer ce que tu as dit. On a reçu des kits. Mais le RADP n'a pas de candidat, donc n'a pas reçu des kits. Ok. Ça viendra de vous. Non, il faut dire que tu retires ce que tu as dit. Non, mais bien entendu, il a dit. Non, il faut dire. Mais il a dit. Non, dis que tu retires ce que tu as dit. Vous dites que. Non, Sidique, pour le restant de l'émission. s'il te plaît. Il faut retirer Tu me laisses ce que tu as finir. dit. Non, Mais c'est grossier comme information. Non, pas du Il tout. faut Tu t'es retirer. déjà trompé? Non, pas du tout. Tu peux me dire. Eric Bayala, s'il vous plaît. Mais le RHDP n'a pas de candidat. Eric Bayala, s'il vous plaît. Michel Beta, Eric Bayala, s'il vous plaît. Mais il n'a pas de candidat, non? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il faut retirer Non, ce que tu un as instant, dit. un instant. Gaël n'a pas de précisions sur cette opération du parrainage parce que d'aucuns pensent qu'il s'agit d'une opération qui est adressée soit à des candidats ou des partis politiques, une confusion, voilà, parfois faite sur la question. Non, le parrainage est adressé aux candidats. C'est dit quoi? De façon simple, parce qu'en même temps aussi, il faut que la CEI puisse faire la sensibilisation à ce niveau, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes ne savent pas de quoi il s'agit. C'est l'électeur qui est le parrain, et donc c'est lui qui accorde son parrainage à un candidat. C'est une caution morale qu'il apporte.
pour dire que ce monsieur-là, je pense qu'il peut être candidat selon ce qu'il a présenté, selon son profil. Donc c'est ça. Maintenant, comment ça se passe? Les partis politiques, ou bien je préfère même les potentiels candidats qui sont allés à la CEI, ont reçu les kits, ce sont eux qui vont s'y prendre. Il y en a qui le font en ligne, il y en a qui se déplacent, qui vont vers les électeurs, comme aussi souvent les électeurs viennent au siège de ces candidats-là, pour remplir les fiches, effectivement, pour dire que oui, je me reconnais, j'accorde mon parrainage à ce personnage-là, mais on ne peut parrainer qu'une seule fois, et une seule personne. Quand vous avez déjà parrainé, vous ne pouvez pas parrainer encore un autre candidat. Allez-y, continuez, Michel Betta. Voilà, donc je disais qu'aujourd'hui, la CEI l'a dit, les candidats qui ne sont pas candidats selon elle ont reçu leur parrainage. Ils ont reçu la liste pour aller chercher les parrains. Les potentiels candidats. Oui, mais ils ont reçu les kits, non, pour aller chercher leur parrainage. Après, c'est pour nous dire que ceux-là... Certainement qu'ils remplissent en amont certains critères et en aval le parrainage. Non, ça, on ne sait pas. On ne sait pas pour l'instant. Si, c'est comme ça. On ne sait pas. Donc, ces candidats déclarés là ont pris leur kit pour aller recueillir les candidats. On nous dit que ça ne vaut pas acte de candidature, ou bien ça ne vaut pas qu'ils sont candidats ou pas. Mais est-ce que la CEI a besoin de se communiquer là, selon vous? Ah oui, si ce n'est pas elle qui valide les candidatures, est-ce qu'elle a quelle qualification? Les tests sont là pour clarifier. Elle va se communiquer là pour quoi? Maintenant, c'est pour dire quoi? Elle instaure une polémique inutile. Mais plutôt, voilà, c'est ça. Une polémique inutile. Mais c'est communiqué bien plutôt préciser que le parrainage, le fait d'avoir le parrainage ne veut pas dire que le candidat est retenu pour la présidentielle. Mais attends, la seule de faire cette précision, pourquoi? Non, dis-moi pourquoi. Parce que c'est comme moi je dis souvent, la CEI a tendance à vouloir répondre toujours à l'opposition. Et ça donne du crédit aux arguments de l'opposition. C'est-à-dire qu'elle a la CEI qui est dressée contre elle. Chaque fois qu'on fait quelque chose. Tu as c'est pour dire que j'ai conclu ici. Je vais conclure. Pour dire quoi? Pour dire qu'aujourd'hui, chacun sait que le parrainage est adressé aux potentiels candidats. Mais laisse-les prendre leur candidature, allez faire le parrainage. Merci. Cette président vient pour faire quoi? Merci. Dernière réaction, 30 secondes. Ensuite, nous allons revenir sur le communiqué que nous allons afficher à l'écran. C'est que je pense que le communiqué de la CEI est un communiqué qui vient à point nommé et il est suffisamment responsable. Contrairement à ce que mon ami Michel Betta dit à ce sujet. D'autant plus que le fait d'aller ou bien d'avoir suffisamment de parrainage pour soutenir votre candidature ne fait pas de vous, de facto, un candidat. Parce que celui qui valide la candidature en dernière essence, c'est le Conseil constitutionnel. Mais celui qui reçoit les dossiers constitutifs du parrainage, c'est la CEI. Donc la CEI vous dit, si vous revenez vers moi avec suffisamment d'éléments indiquant que vous avez atteint le taux pour parrainer votre candidature, ça ne fait pas de vous un candidat retenu. Pourquoi cette précision? Pourquoi? Justement, parce que cela a le mérite de la clarté. De sorte à ce que tous les candidats sachent que... Merci, Eric Bayala. Merci, Michel Betta. Chers téléspectateurs, nous allons revenir sur ce communiqué. Alors, la Commission électorale indépendante CEI procède depuis le mercredi 2 juillet 2025, dans le cadre du parrainage citoyen, à la remise de kits de collecte de signatures, notamment des terminaux mobiles à plusieurs personnalités ayant manifesté leur intention de se porter candidate à l'élection du président de la République. La CEI tient à préciser qu'il s'agit uniquement de la remise des kits destinés à faciliter la satisfaction de l'une des conditions d'éligibilité, à savoir celle relative à la production de la liste des électeurs ayant parrainé la candidature. Ainsi, cette remise des kits, de même que les échanges avec la CEI, ne sauraient en aucun cas être interprétés comme une validation de quelque candidature que ce soit. Voilà. Alors, c'est en quelque sorte ce qui ressort de ce communiqué de la CEI. Il parle de l'opportunité. Place au carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, le premier carton rouge de cette émission avec Lansina Karamoko. Merci. Mon carton rouge est une forme d'interpellation adressée aux gendarmes, n'est-ce pas, qui sont là pour faire appliquer la vidéo-verbalisation. C'est une bonne opération, la vidéo-verbalisation, qui aujourd'hui a contribué à baisser sensiblement, n'est-ce pas, le taux des accidents sur nos routes.
dont on l'encourage. Mais le mode opératoire, en tout cas, appliqué par certains gendarmes, reste à désirer. Je rentrais de voyage, arrivé à l'entrée de Yamoussoukro, il y avait une équipe de gendarmes qui était là. Et j'ai vu un monsieur à côté de moi. On lui a dit qu'il devait payer 77 000. Il dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. J'ai 50 000 francs sur mon compte Orange Money. Je vous fais donner ça. Et la différence, 27 000 francs, je vous paye en espèces. On a dit, non, non, il faut payer tout par Orange Money. Le gars dit, mais j'ai une carte Visa. On dit, tout ça, ça ne marche pas, il faut payer en espèces. Il dit, et s'il ne peut pas? On dit, bon, on retient vos pièces, allez à Abidjan. Allez payer la contravention et vous revenez à Yamoussoukro pour venir retirer vos pièces. Vous voyez que le gouvernement a de bonnes initiatives et le ministère des Transports a pris une bonne initiative, mais les agents sur le terrain sont en train de foirer. Donc, il leur donne un carton rouge et appeler le ministère des Transports à veiller sur la question. Bien, Michel Betta, carton rouge. Oui, moi, mon carton rouge, je dirais toujours, les résultats du bac sont sortis, 60% d'échecs, c'est trop. Vraiment, il faut qu'au niveau du ministère de l'Éducation nationale, des efforts soient faits. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense que le bac, c'est un examen, ce n'est pas un concours. Un examen, c'est dire que tous ceux qui sont moyens sont susceptibles de l'avoir. Donc, on peut monter, les taux peuvent arriver même à 90%, à plus de 80%. Ce ne sera pas surprenant. Parce que ce n'est pas un concours. C'est juste un examen pour tester le niveau de ceux qui ont maîtrisé certaines données. 60% d'échecs, c'est assez trop. 80%. Bien. Éric Bayala, carton rouge. Oui, mon carton rouge, c'est vraiment à l'endroit des autorités, notamment du gouvernement. Ce n'est pas un carton rouge, mais c'est un plaidoyer. Vous savez que la commune de Taï est une commune qui est connue pour le parc national, qui est devenu un patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a une bonne biodiversité et la production agricole de cette zone est forte, mais malheureusement, il n'y a pas de route pour aller à Taï. Là où nous parlons, à l'occasion des pluies diluviennes, la route sur l'axe Guiglo-Taï a été vraiment interrompue et emportée par les eaux. Et donc, c'est difficile d'accéder à Taï. Ce qui nous a le plus touché, c'est que c'est pour l'évacuation des urgences, des ambulances. Les populations paysannes elles-mêmes sont obligées, à travers des sacs de sable, constituer des digues pour permettre aux ambulances d'évacuer les cas d'urgence. En ce qui concerne les gros camions, en termes d'approvisionnement de tout genre et d'évacuation de choses, je pense que ce n'est pas possible. Ils doivent attendre la saison, selon la fin de la saison des pluies. Or, nous y sommes et c'est difficile aujourd'hui d'aller et de venir à partir de Taï. Et donc, vivement que le ministère des Infrastructures puisse porter ce problème et qu'un cas d'urgence soit trouvé pour que Taï soit reconnecté au reste de la Côte d'Ivoire. Gaël Akbar, carton rouge. Carton rouge à tous les conducteurs, les mauvais conducteurs de gros camions. Alors, on voit que de plus en plus, les gros camions ils trempent dans l'incivisme sur nos voies. Et puis, très souvent, on voit qu'il y a trop de gros camions qui ne respectent même pas... c'est-à-dire que les camions là même sont fatigués, pas de feux de signalisation. On se demande comment ils obtiennent la visite et puis ils sont sur nos routes. Ils créent beaucoup de dégâts. Alors, je voudrais interpeller le directeur du transport terrestre, M. Sako Ouma Kissinger, qui fait déjà un bon boulot. Il faut qu'ils essaient de renforcer un peu, surtout sur ces gros camions-là. Je ne sais pas s'ils ont un passe-droit qui leur permet de ne même pas faire la visite technique, mais plusieurs camions ne respectent pas du tout les règles. Et puis, vous savez, les chauffeurs, ils sont en hauteur, donc ils s'en foutent. Ils foutent vraiment la merde sur nos voies. Excusez-moi, on griffe la merde. Voilà, il faut que je dise ça comme ça. Merci. Le chiffre du jour, c'est maintenant. Le chiffre du jour, c'est 40,15. C'est le taux de réussite nationale au baccalauréat session 2025 en Côte d'Ivoire, soit 133 518 admis sur 332 515 candidats, une hausse de 5,98 points par rapport à 2024 où nous étions à 34,17%. Réaction Éric Bayala. Bon, moi je pense qu'en ce qui concerne le taux, d'abord félicitations à tous ceux qui sont admis et
tous mes encouragements à tous ceux qui malheureusement n'ont pas pu avoir leur examen. Mais vous savez que depuis un certain moment, il y a eu les États généraux de l'éducation nationale en Côte d'Ivoire avec Madame la ministre Mariétou Koné. Il y a un travail qui est en train d'être fait. Aujourd'hui, c'est un examen, et un examen, c'est une évaluation de tout ce qu'on a eu à apprendre pendant l'année scolaire. Et à la fin, on vous évalue sur ce que vous avez appris. Il se trouve qu'il y a 40% qui ont rendu, selon les critères d'admission, les bonnes réponses et qui ont été déclarés admis. C'est vrai, le taux n'est pas intéressant parce qu'on aurait estimé qu'il y ait bon nombre d'admis, mais en même temps, ce n'est pas parce que c'est un examen et que ce n'est pas un concours qu'on doit déclarer admis tous ceux qui n'ont pas le niveau. Si nous voulons une école professionnelle, si nous voulons une école qui fait la promotion de l'excellence, on remercie déjà tout le système qui est mis en place à l'occasion des épreuves de la composition, au niveau bien des épreuves écrites que des épreuves orales. Aujourd'hui, c'est bien structuré. La tricherie s'éloigne de plus en plus des salles d'examen. C'est déjà une bonne chose. 40%, ça reflète le niveau, effectivement, de ceux qui ont été admis. Et je pense qu'avec tous les efforts consentis, c'est à saluer, quand bien même qu'il y ait des efforts à fournir. Gaël Lakba. Alors, 40%, c'est vrai, une augmentation, une hausse de 5 points. C'est à l'actif du ministère qui pourrait s'en féliciter. Je voudrais féliciter les heureux candidats aussi qui aujourd'hui sont très heureux avec leur famille. Aussi beaucoup de courage à ceux ceux dont ça n'a pas marché. L'année prochaine sera sûrement la bonne. Ce qui m'intéresse plus ici, ce n'est pas le chiffre. Vous savez, il y a des années où on peut donner 20%, 15%, où on dit que ça n'a pas marché. Mais souvent, quand plus le taux est bas, même vous pourrez vous rendre compte que sur la qualité de ceux qui ont pu avoir, c'est vraiment de bons éléments. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir 60%, 70%, et puis laisser tout le monde avoir, et puis le gars, vous lui demandez de vous écrire une phrase, il vous revient avec 10 fautes. Alors, c'est sur la qualité même des candidats. Les admis, si la qualité y est, c'est à l'actif de la Côte d'Ivoire. Maintenant, je voudrais attirer l'attention de Madame la ministre de l'Éducation nationale sur le sort des enseignants du privé. Vous savez, l'État, le gouvernement délègue la formation... On va aller rapidement. Oui, rapidement. La formation au privé, là, à plus de 65%, ce sont eux qui font le travail. Mais quand vous voyez les différents syndicats d'enseignants du privé, selon leurs revendications, des gens qui ont des salaires de misère, ils n'ont aucune assurance. C'est vraiment difficile à leur niveau et ce sont eux qui s'occupent des enfants. Il faut que leur sort soit revu aussi. Michel Betta. Moi, je le disais tantôt, 60% d'échecs et 60% d'échecs, pour moi, c'est un peu trop. Mais il y a de l'amélioration. Il y a de l'amélioration, mais moi, je veux que ce soit un peu plus 80%. Que ça. Mais les plus méritants ont eu le baccalauréat. Vous savez, la logique de enfant qui ne vaut rien, là. Moi, je ne suis pas trop dans cette logique-là. C'est l'encadrement. C'est-à-dire quel encadrement on met pour nos enfants pour qu'ils arrivent à obtenir ce genre de résultats. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire. On ne va pas laisser 60% d'échecs et dire, bon, on a fait notre part, c'est 40% seulement qui sont capables. Non, je pense que s'il y a 40% qui sont capables, c'est qu'il y a 60% d'incapables de notre fait, du fait du système éducatif. Donc, il faut corriger ça. C'est ça, mon propos. Lassina Karamoko, pour terminer. Moi, je voudrais féliciter Madame le ministre Mariétou pour cette progression. Essayez de vous souvenir quand même que la Côte d'Ivoire vient de loin. L'école ivoirienne était dans le creux. Complètement dans le creux. En 2010, quand le président Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir, on est d'accord que cet esprit d'étudiants, d'apprenants à l'université, qui était à notre époque une réalité, n'était plus. Donc l'école ivoirienne était dans le creux complètement. Nos diplômes n'étaient pas pris en compte à l'extérieur. C'est une réalité. Et depuis un moment, les choses sont en train de s'améliorer. L'année dernière, avant même l'année dernière, le taux était encore plus faible. L'année dernière, ça s'est amélioré. On va crescendo et vous allez voir qu'on va atteindre des bons pourcentages à un moment donné. Et puis, il faut aussi retenir quand même que pour aller dans l'enseignement supérieur, il faut des élèves qui ont la qualité. Parce que c'est l'avenir du pays qui est là. Maintenant, on ne peut pas franchir ça et donner le diplôme à tout le monde.
Parce qu'il est... Voilà, à tous ceux qui ont composé. Et puis, dans l'enseignement supérieur, surtout, il y a des gens sans niveau. Sans niveau. Voilà. Et puis, bon, c'est eux qui vont vouloir s'exporter pour aller étudier à l'étranger. Il y a aussi le chômage. Oui, c'est cela. Mais oui. Non, mais justement, parce que... Vous dites des gens sans niveau. Ils ont passé le CPN. Ils sont arrivés quand terminent, vous estimez qu'ils n'ont pas de niveau. Mais pourquoi donc on refusait, on ne prenait pas encore le diplôme à l'extérieur avant... Déjà, Michel, s'il vous plaît, Michel Beta, s'il vous plaît. Pourquoi donc avant 2010, les diplômes ivoiriens n'étaient pas pris en compte à l'étranger? Par qui? Mais quand il dit à l'étranger, c'est par qui? C'est par des pays dans lesquels les enfants... Alors, c'est un autre débat. On peut en faire un autre débat là-dessus. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas de place pour les médiocres sur le marché du travail. Il n'y en a pas. Bien. Les médiocres sont en quel niveau? Terminal? Merci à vous, chers consultants, Michel Beta, Gaël Akbar, Lansina Karamoko et Eric Bayala. Chers téléspectateurs, rendez-vous demain pour un autre numéro d'Entre-deux News sur le numéro 337 du bouquet Canal+, et 437 sur Free. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire.